Chers collègues, bonjour. Nous allons commencer nos travaux pour cette matinée. Alors, je salue les membres du gouvernement présents, M. Slamet et M. Forest, l'administration du gouvernement et du Congrès. Ah, Madame Chamorro aussi, je ne l'ai pas vu, excusez-moi. Le public et la presse. Donc, la convocation en séance publique par courrier en date du 28 juin 2024 est diffusée par mail le même jour. Madame la secrétaire du bureau, est-ce que vous pouvez vérifier les conditions de quorum, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président. Madame Baquès est absente, donne procuration à Madame Sauvé. Madame Barbier, absente, donne procuration à Monsieur Favreau. Monsieur Blaise. Monsieur Brial, absent, donne procuration à Monsieur Blaise. Monsieur Brinan. Monsieur Cronier. Monsieur Cueno. Monsieur Jaïoué, absent, donne procuration à Madame Thioué. Monsieur Dunoyer, absent, donne procuration à Monsieur Michel. Madame Eurissouké. Madame Fèvre, absente, donne procuration à Madame Kouaté. Madame Falayo. Monsieur Favreau. Monsieur Frogier, absent, donne procuration à Monsieur Mesdoff. Monsieur Goa. Monsieur Gomez, absent, donne procuration à Madame Roisé. Monsieur Goromido, absent, donne procuration à Madame Eo. Madame Eo. Madame Jalabert. Madame Cac. Présent. Madame Kouaté. Madame Kwesine-Raich. Monsieur Lallier est absent, me donne procuration. Madame Machoro-Régnier. Madame Malfar Paouga. Madame Manuel Lalo. Monsieur Mesdoff. Monsieur Michel. Madame Montagna. Madame Naïsline, absent, donne procuration à Monsieur Wamitan. Monsieur Naoutine. Monsieur Pabouti, absent, donne procuration à Monsieur Sako. C'est la procuration de Monsieur Pabouti. Monsieur Panga. Madame Roisé. Madame Rufnak. Madame Sakilia. Monsieur Sako. Monsieur Saliga. Absent, donne procuration à Madame Malfar Paouga. Absente. Madame Saliga Lutovica. Monsieur Sawa. Madame Souvé. Madame Tidjin Maé. Madame Thioué. Madame Toufélé. Monsieur Toukoumoli, absent, donne procuration à Madame Falayo. Monsieur Tutu Goro, absent, donne procuration à Madame Machoro-Régnier. Madame Vendégou. Madame Wahecha. Madame Waka, absente, donne procuration à Madame Sakilia. Monsieur Wamitan. Monsieur Waneux. Monsieur Wachetine, absent, donne procuration à Madame Wahecha. Madame Wateou, absente, donne procuration à Monsieur Brinan. Les conditions de quorum sont remplies, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci, Madame la secrétaire. Donc, l'ordre du jour de nos travaux ce matin, c'est l'examen du projet de délibération relative à la décision modificative numéro 2 du budget propre de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit du rapport 47 du gouvernement en date du 26 juin 2024. Donc, nous abordons ce point. C'est un projet qui a été déposé sur le bureau du Congrès le 26 juin dernier, examiné par la Commission des finances et du budget le 27 juin 2024, rapport de commission numéro 101 du 27 juin 2024, diffusé le 27. Déclaration d'urgence formulée par arrêté du gouvernement, l'arrêté numéro 2024-1257 du 26 juin 2024. Donc, les orateurs prioritaires pour l'examen de ce projet de délibération, Madame Thioué, président de la commission, et Madame Inès Kouaté, rapporteur. Monsieur le membre du gouvernement, Monsieur Slamet, à ce stade, est-ce que vous avez une intervention? Allez-y. Oui,
Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'ADM2 qui aujourd'hui vous est proposée et soumise concerne l'inscription d'une somme de 5,9 milliards issue de la Banque des Territoires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, si vous vous rappelez, l'ADM1, il y avait une enveloppe de 6 milliards en subvention de l'État qui est destinée au financement du chômage partiel. L'ADM2 et cette enveloppe-là concerne plus particulièrement la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie. Alors, comme dit dans le rapport, il faut savoir que la Banque des Territoires procède toujours surtout à des emprunts à l'investissement, mais compte tenu de la préoccupation de trésorerie de la Nouvelle-Calédonie, la Banque des Territoires consent à titre, je vais dire, de secours pour cette trésorerie, de passer par un prêt de 5,9 milliards. Voilà, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Slamet. Nous allons donc procéder à la lecture du rapport de commission numéro 101 du 27 juin 2024. Madame Kouaté. Donc, en propos liminaire, Monsieur Slamet. Merci. C'est le rapport. Page 5. Oui, page 5. D'accord, excusez-moi. Aucune intervention n'a été formulée dans le cadre de la discussion générale. Bien, merci, Madame Kouaté. J'ouvre donc la discussion générale. Est-ce qu'il y a des interventions, chers collègues? Monsieur Nicolas Mesdorf. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. J'ai deux questions pour le membre du gouvernement en charge des finances. La première, c'est à quoi vont servir ces 5,9 milliards? Bon, on se doute que c'est largement insuffisant, il y a énormément de dépenses à financer, mais c'est juste pour l'information. Et deuxième question, vous avez eu, je crois, la réponse du Président de la République à votre sollicitation de la dernière fois sur les 80 milliards. Comment envisagez-vous réagir à la réponse que vous avez reçue de la part du Président de la République? Merci. Bien, merci. Monsieur Slamet. Alors, les 5,9 milliards vont être orientés prioritairement vers les communes et les provinces, puisque vous savez les difficultés que l'on a à verser les dotations, et c'est surtout pour les provinces et les communes pour le mois de juillet et partiellement pour le mois d'août, puisque ce sont des versements mensuels. En ce qui concerne la réponse du Président de la République, eh ben, c'est en cours. Les discussions se font presque tous les jours, toutes les semaines. Hier, il y a eu une mission d'information où on a déroulé tout le processus actuel de réponse du Président de la République. Donc c'est dans ce cadre-là que les discussions se font. C'est-à-dire que, suite à la demande du président du gouvernement de solliciter une aide de 31 milliards, en gros, le retour du président, c'est plutôt une enveloppe de 24 milliards. Voilà, donc on travaille là-dessus et donc après, on avisera sur ce qui manquera. Parce que, bien naturellement, au moment où je vous parle, le problème de la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie et les discussions que l'on a et les enveloppes qui ont été votées ou qui vous sont proposées suffiront à aller péniblement jusqu'au mois de fin août. Voilà, donc c'est dans ce processus-là qu'aujourd'hui on travaille avec l'État. Oui, Monsieur Mesdorf, allez-y.
Merci, Monsieur Slamet. Oui, pardon, parce que les 81 milliards, c'est ce que vous avez annoncé, je crois, dans un média local, de besoin pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi, du coup, avoir sollicité 30 milliards auprès du président de la République? Et donc, j'imagine que si on a 24 sur les 80 que vous demandez, on est largement en deçà de ce que l'on pourrait faire. Alors, juste éclairez-moi si je comprends pas tout. Quand j'ai parlé de 80 milliards, c'était les dépenses globales en temps normal qu'il fallait. Bien naturellement, lorsque j'ai annoncé ça, on est déjà depuis un mois en discussion avec l'État. Et très objectivement, j'ai bien aperçu que dès lors que l'on demandait 31 milliards, on n'avait en retour que 24. Donc, je vais dire, il ne faut pas se faire d'illusions, d'autant que lorsque sur ces 24 milliards, il n'y en a que 6 en subvention et le reste, c'est en contrepartie d'un effort de la Nouvelle-Calédonie, je vais dire, quand je dis 80 milliards, oui, c'est bien les besoins qu'il faudra pour arriver jusqu'à la fin de l'année. Monsieur Bézard, ça va? OK. Madame Souli. Merci, Monsieur le Président. Et ce sont des chiffres à minima, à un instant T, parce que les destructions continuent. Chaque jour, c'est soit un établissement public, soit une entreprise qui est incendiée. Et tout ça, je veux dire, à continuer comme ça, dans un mois, on n'aura plus rien du tout. C'est-à-dire que tout sera complètement par terre. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver la bonne solution, parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Et ce n'est pas à coup effectivement d'enveloppe de 6 milliards, etc. À un moment donné, il va bien falloir qu'on se remette tous autour de la table, parce que la solution, elle ne viendra pas toute seule. C'est bien là la difficulté des discussions que le gouvernement a, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les chiffres évoluent. Les chiffres évoluent. Et je voudrais préciser quand même que lorsque je parle de toutes ces enveloppes-là, c'est hors reconstruction. C'est à préciser quand même. Voilà. Oui, allez-y, monsieur Bézard. Devant la gravité de la situation, monsieur le membre du gouvernement, est-ce qu'il n'est pas envisageable qu'une délégation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, peut-être composée du président et de vous-même, se rende à Bercy? Puisque ça, je pense que c'est toujours utile d'aller directement sur place pour faire le lobbying suffisant pour que l'État se rende compte de la situation dans laquelle nous sommes réellement. Parce que je trouve que les chiffres que nous annonce l'État sont clairement insuffisants par rapport à notre situation budgétaire. On parle d'un prêt de 6 milliards, c'est tout bonnement, je trouve, ridicule par rapport à la situation. La réponse du président de la République ne me semble pas non plus être à la hauteur du besoin. J'imagine que si on reste dans le format actuel, malheureusement, on continuera d'avoir des réponses qui ne nous satisferont pas. Alors après, on verra bien comment évolue le gouvernement national, mais est-ce que dans le cadre du nouveau gouvernement qui serait mis en place en métropole, une délégation de notre gouvernement ne pourrait-elle pas se rendre à Paris pour essayer de trouver des solutions? Je ne vais pas apporter de réponse moi personnellement là-dessus, bien naturellement. Y aller, je vais dire, ces prochains jours, ça me semble impossible parce que pour rencontrer quel gouvernement. Voilà, donc c'est bien la difficulté, mais je tiens à préciser quand même que les réunions de travail que l'on a avec les services, la DEBAF, secrétariat général et même les autres services, on travaille avec l'État, mais l'État, il y a quand même des missionnaires de Bercy qui sont à Nouméa. Donc, j'ose croire que quand même, ils portent les messages de l'État central, du gouvernement central. Bien, merci, M. Slamet. Madame la présidente de la commission, Madame Thioui.
Monsieur le Président, merci. Aussi, c'est pour rebondir à ce que les collègues demandent. Je rappelle juste qu'hier, nous avons mis en place la mission d'information au niveau du Congrès, du bureau du Congrès élargi au président des chefs de groupe et, du Congrès, et qui sera ouvert après, quand les séances vont se tenir, à tous les élus, qu'il y a déjà une projection qui a été faite par les services de la Nouvelle-Calédonie, donnant un chiffre de 260 milliards de coûts au 22 juin. J'ai compris tel quel. 120 milliards pour les bâtiments publics et 140 milliards pour la sphère privée. Mais bien sûr que ces discussions que nous aurons dans la mission d'information peuvent aboutir à des propositions qui iront dans le sens de ce que le collègue demande. Mais au jour d'aujourd'hui, aller en France, les médias nous indiquent dans les journaux télévisés que nous regardons par rapport à la campagne sur les législatives que le gouvernement ne sera qu'opérationnel vers le mois d'août en France. Donc ça nous laisse tout ce temps dans nos discussions que nous aurons au sein de cette mission, de pouvoir aborder éventuellement la proposition. Parce qu'aujourd'hui, quel choix nous avons ? Que la France nous aide dans les difficultés que nous avons, non seulement par rapport à la crise que nous traversons, mais précédemment, nous avons une crise déjà au niveau de nos activités, de l'activité économique dans notre pays. Donc je pense que c'est au sein de la mission où nous aurons à faire des propositions. Nous, le Congrès, allons dans ce sens. Ce sera dans les discussions, pourquoi pas. Merci. Bien, merci Madame la Présidente. Monsieur Blaise, et ensuite Monsieur Michel. Oui, merci. Je crois que c'est important pour les gens qui nous regardent de replacer les choses dans le contexte. On n'est pas juste en train de discuter d'un déficit technique comme c'était le cas avant le 13 mai. On n'est pas en train de discuter du déficit structurel du RUAM ou de ces choses-là. On est en train de parler des conséquences de la destruction organisée de notre tissu économique. Alors, il y a des gens, je pense, qui sont contents de cela. Ça ne servira à rien de leur expliquer parce qu'ils se réjouissent de cela. Ils sont contents de détruire des entreprises de blancs, ils sont contents de faire partir les gens. Ça leur fait plaisir. Je crois qu'il est peine perdue d'essayer de discuter avec ces gens-là parce qu'ils sont dans une logique qui est une logique idéologique. Mais moi, je voudrais juste qu'on explique aux autres, à ceux qui s'interrogent, qui ne sont pas forcément bleu, blanc, rouge, mais qui peuvent être des nationalistes et qui peut-être ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Moi, je voudrais saluer les propos du président du gouvernement parce que lui a bien compris ce qui se passe. Il a bien appelé au calme pour dire arrêtez les destructions parce que vous ne réalisez pas ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Détruire le tissu économique, arrêter l'activité économique a pour conséquence immédiate qu'il n'y a plus de rentrée fiscale. Alors on a vécu pendant très longtemps avec une Calédonie protégée dont les salaires tombaient tous les mois, la fonction publique, une Calédonie qui ne l'est pas, on l'a vu notamment pour le Covid. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les caisses étant vides, puisqu'il n'y a plus de rentrée d'argent, puisque les gens qui payaient des impôts, qui travaillent, ont leurs entreprises brûlées, les salaires sont détruits, les entrepreneurs partent, aujourd'hui on n'est plus en mesure de payer, et dans un délai qui est court, les salaires de l'ensemble de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les salaires du gouvernement, de ses établissements publics, les salaires des provinces, les salaires des communes, de tous nos enseignants, de tout le monde. C'est ça la réalité. Donc, la Calédonie qui est autonome fiscalement, c'est sa compétence. On ne dépend pas de la France, on est des grandes personnes, on est autonome. Aujourd'hui, elle n'a plus les moyens de payer l'ensemble de ses dépenses publiques et les salaires des gens. Les gens qui ne sont pas des gens de passage, pour reprendre les termes du camp d'en face, mais des gens d'ici. C'est ça les conséquences de tout ça. Donc on est en train aujourd'hui d'aller chercher la seule source d'aide qui existe, qui est l'État. Mais moi je souscris aux propos de Nicolas Mézorff. C'est que je ne sais pas si on a conscience de l'urgence de la situation. On ne sait pas si on va payer les salaires en juillet, en août.
Donc, effectivement, si on a en face de nous des interlocuteurs qui sont dans une logique très technocratique, un peu déshumanisée, qui ne comprennent pas l'effet systémique de ce qui va se passer, qui ne comprennent pas que c'est l'ensemble de l'architecture institutionnelle, l'ensemble du tissu social, de tout ce qui a été le rééquilibrage, c'est-à-dire les emplois qu'on a créés pour donner du travail aux gens dans le Nord, dans les îles, dans les collectivités, qui va s'effondrer. Si on a une réponse qui est trop lente, pas assez énergique, vous savez, quand les gens ont tout perdu, ils ont tout perdu. Hein. C'est très difficile de reprendre la main. Donc il y a deux messages, je crois, à passer au travers de l'examen de cette disposition qui est technique. C'est d'abord, la situation est extrêmement grave. Jamais la Calédonie n'a connu ça. Et donc, seule l'État peut nous aider, et il y a besoin effectivement que les élus aillent expliquer l'urgence de la situation. Et puis l'autre message, après ça dépend de... Il y en a qui n'ont pas envie, mais moi je fais partie de ceux qui ont envie, c'est de dire à ceux qui sont un peu au milieu, qui hésitent, qui ne savent pas trop comment se positionner dans cette espèce de confrontation qui a pour résultat de détruire le tissu économique, ne soutenez pas ceux qui sont en train de vous tuer, vous. Parce que quand on rigole parce qu'on voit des entreprises brûler, il ne faudra pas pleurer après quand vous êtes malade, vous n'êtes pas soigné. Il ne faudra pas pleurer quand il n'y aura plus d'argent à la maison parce qu'il n'y aura plus de salaire. Il ne faudra pas pleurer quand il n'y aura plus d'aide au logement et que vous devrez laisser votre logement. C'est ça la réalité. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité. C'est notre responsabilité en tant qu'élus de dire la situation dans laquelle est la Calédonie. Merci. Bien. Merci, Monsieur Blaise. Monsieur Michel. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme mes collègues, je voudrais intervenir pour souligner l'extraordinaire décalage qu'il y a entre les besoins de la Nouvelle-Calédonie et les réponses qui nous sont proposées par l'État. L'extraordinaire décalage. C'est totalement surréaliste. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande par courrier au président de la République une aide de 31 milliards pour tenir jusqu'à fin juillet. Et la réponse du gouvernement au travers du président de la République, c'est « je ne vous donne pas 31, je vous donne 26 » et sur les 26, il y en a 18 qui sont remboursables. Mais enfin, je ne sais pas si tout le monde comprend ce que je suis en train de dire, mais c'est proprement ahurissant, quoi. Remboursable comment? Remboursable par qui? Et au-delà du 31 juillet ou du 15 août, il y a la suite. À un moment, Monsieur le Président, où les Calédoniens n'ont pas encore pris la mesure, pas encore, hein. La catastrophe, elle est devant nous. Pour l'instant, on a bouché quelques trous, on a réussi cas un, cas à maintenir debout le système, mais là, le système va s'effondrer à vitesse grand V. Parce que quand on ne pourra plus payer effectivement les fonctionnaires, le RUAM, les hôpitaux, et que sais-je encore, en cascade derrière, tout va s'effondrer. Donc, parce que je ne vais pas faire plus long, ce n'est pas la peine, je partage l'idée, et je demande à chaque groupe et à chaque institution d'y réfléchir, que dès l'installation d'un nouveau gouvernement en métropole, quel qu'il soit, il faut qu'il y ait de notre part une union sacrée en termes institutionnels et politiques pour aller expliquer la réalité de la situation et des dangers qui nous guettent en métropole. Parce que là, je ne sais pas avec qui vous discutez, Monsieur Slamet, et je compatis à vos difficultés parce que... Mais il y a un extraordinaire décalage, quoi. On est en train de discuter avec des ministères ou des techniciens qui ne comprennent rien à ce qui se passe, quoi. Les besoins, enfin, j'étais pas hier à la présentation, mais j'ai lu attentivement la présentation qui a été faite. Enfin, les besoins sont vertigineux. Et vu la situation du pays, nous n'avons évidemment pas la capacité à honorer les remboursements qu'on exige, et on est en train de s'enfoncer, hein, purement et simplement, dans une faillite certaine et totale. Donc voilà, Monsieur le Président, à ce stade, parce que bon, on ne va pas faire le débat aujourd'hui, je suppose qu'on fera un point à un moment donné, mais quelles que soient nos
quels que soient nos positionnements et nos sensibilités politiques sur l'avenir du pays, le fait est qu'on a des devoirs hein, vis-à-vis de nos populations. Le devoir, c'est de garantir le minimum vital. Et pour ça, il me semble qu'on serait bien inspiré de faire une union sacrée pour se tourner et parler d'une seule voix auprès de l'État, qui est le seul à pouvoir nous sortir de cette situation et qui, accessoirement, au plan juridique, est responsable. Hein, accessoirement. Enfin, bon. Merci. Bien, merci, Monsieur Michel. D'autres interventions? Monsieur Sacco. Oui, Monsieur le Président. Le sujet qui nous préoccupe là concerne la situation financière du pays qui est en difficulté due aux événements que nous traversons. Nous sommes dans un système démocratique où les gens, quand tout va bien, eh bien, la vie se déroule de manière normale. Et quand une partie de la population n'est pas du tout content, la loi offre un certain nombre, dans la légalité, de manifester dans la rue leur mécontentement. Ce qui vient de se passer, il y a eu un élément déclencheur qu'il ne faut quand même pas oublier. Il faut qu'on dise, c'était le dégel du corps électoral. C'est ça qui a mis le feu aux poudres et qui a donné pour conséquence ce que nous sommes en train d'échanger. Là, il s'agit de réparer par des moyens financiers. Mais cette compétence de l'ordre public, de la sécurité, me semble-t-il, est du ressort de l'État. Qu'on ne soit pas content ou qu'on soit content, mais pour établir l'ordre dans une société, dans un pays, il y a bien quelqu'un. Or, cette compétence-là relève de l'État. L'élément qui a déclenché ça, c'est l'État. Ce n'est pas ici le dégel. Donc, voilà. Et je veux dire qu'il faut cibler qui a déclenché ça. Après, ça part dans tous les sens, mais c'est comme dans un ménage. Pris des colères, le premier objet qui tombe sur la main, il part, voilà. C'est l'expression d'une colère, voilà. Et c'est l'État qui doit contenir, qui doit veiller à cela, puisque c'est de sa compétence. A-t-il assuré cette compétence-là? Voilà, comme nous le temps. Aujourd'hui, il y en a encore qui se plaignent que l'État n'assure pas sa mission de rétablir l'ordre. Ce n'est pas de la compétence du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est une compétence régalienne qui relève de l'État. Il appartient à l'État de mettre de l'ordre. Que les gens manifestent leur colère, la loi les autorise, c'est légitime. Voilà ce que je voulais dire, simplement pour qu'on ne parte pas dans tous les sens. C'est bien l'État qui a déclenché la colère dont les conséquences financières, puisque là on parle de finances, c'est, voilà, ça a débordé. Et c'est donc l'État. Il n'est pas question que ce soit les Calédoniens qui les payent. Ce n'est pas nous qui avons déclenché, n'est-ce pas? Ni vous, ni nous. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président, pour resituer un peu les choses par rapport au débat qui est en train de se dérouler. Merci. Blaise. Non, je veux remercier Aloysius Sacco d'avoir rappelé que c'est une compétence régalienne de l'État, la justice et l'ordre. Et je suis en phase avec lui puisqu'il soutient le travail de l'État pour remettre de l'ordre et que la justice fasse son travail. Merci, Monsieur Sacco,
pour votre soutien au travail du procureur et des forces de l'ordre. Qui c'est que c'était qui? Nico? Non? Quelqu'un d'autre, mes chers collègues, souhaite prendre la parole? Madame Sakilia. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sollicite la Banque des Territoires pour nous accompagner dans cette période. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore une urgence, un problème de trésorerie. Mais en début de mandature, on avait déjà un problème de trésorerie. Donc on n'a pas saisi l'occasion de redresser nos comptes. D'abord notre trésorerie et notre gestion. La Covid n'a pas servi. Et pourtant, l'état d'urgence sanitaire qui a été déclenché en mars 2020 et le même état d'urgence qui a été déclenché là le 17 juin. Impérieuse nécessité de reprendre la main sur la gestion de notre pays par l'État. Et je vais juste retenir une chose, c'est que à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Et ça, c'est un philosophe très connu qui le disait, qui le dit encore, puisqu'il est encore vivant, il a presque 100 ans, Edgar Morin, qui traite justement des problèmes systémiques, comme certains de mes collègues aujourd'hui qui font référence. Et cela, en fait, chacun de nous avons été borgnes, chacun sommes restés dans notre couloir. Voilà. Et on a refusé de voir la crise sociale qui se déroulait devant nous, en dehors de la crise politique. Le corps électoral, la modification, la réforme constitutionnelle qui a été tentée par le gouvernement Macron, elle date de 1853, de la révolte du grand chef Ataï. Donc on n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. On reste sur les mêmes choses, sur les mêmes termes. On fait payer avec les autres. Donc tant qu'on développera notre pays avec un profil qui répond aux besoins de la main-d'œuvre importée de la puissance administrante, on ne réussira pas, nous, en tant que Calédoniens, à s'accepter et à réussir à gérer ensemble notre pays et éviter d'être chacun dans son couloir. Donc merci à la Banque des Territoires, représentant de l'État français, de nous apporter 5,9 milliards. C'est un quart des besoins de 31 milliards. Mais nous, Nouvelle-Calédonie, statut sui generis, inscrit sur la résolution 1514 de l'ONU, liste des territoires non autonomes, on a la capacité également de pouvoir emprunter et de pouvoir avoir recours à d'autres ressources financières que celles de la puissance administrante pour éviter justement de dépendre de cette colonisation aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Bien, merci, Madame Sakilia. Monsieur Sako. Vous avez redemandé la parole, Monsieur Sako. Oui, simplement rappeler ici que notre système politique est fondé sur la séparation des pouvoirs. La justice doit faire son travail. Quant à nous, nous devons légiférer. Voilà, c'est nous qui définissons la politique du pays. Il n'y a pas d'amalgame à faire, sauf que sur ce qui vient de se passer, c'est dû à un élément politique, qu'on subit bien les choses. Voilà, c'est pas se réveiller le lendemain matin et puis on a envie de tout casser. C'est pas ça. C'est dû à un fait politique que j'ai cité tout à l'heure, que la justice fasse, elle est indépendante, elle doit faire son travail. Soit que nous légiférons ou en France. Chacun dans son compartiment. Il n'y a pas de mélange de genres.
simplement que les faits qui ont déclenché ça, ce sont des faits politiques. Et c'est dans ce contexte-là qu'on doit analyser la situation que nous sommes en train de vivre là. Je vous remercie. Bien, merci M. Sako. D'autres interventions? Madame Isabella Salinga Lutovica. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, on examine un prêt qu'on demande à l'État. Mais juste la question, je voulais poser aux membres du gouvernement que c'est bien de demander un prêt, mais le remboursement, comment il va se faire? Et sur quoi vous allez... c'est encore des nouvelles taxes que vous allez mettre en place? Alors que j'avais déjà alerté qu'il ne faut plus taxer, parce que le peuple ne peut plus payer des taxes supplémentaires. Alors, je vous demande de demander à l'État de transformer ce prêt en subvention. C'est cette question-là que je pose aux membres du gouvernement. Après, je voudrais intervenir à mes collègues. On m'a toujours dit, quand tu veux savoir qui est l'enfant qui ment, c'est celui-là qui parle le plus, qui est en train de te rouler. Alors aujourd'hui, qui parle plus dans cet hémicycle? Alors je ne sais pas qui ment. Et vous revenez aujourd'hui pour nous dire qu'il y a ceci et cela qui a brûlé. Mais cherchez. Qui a demandé? Alors, il ne faut pas accuser un peuple qui se lève pour demander sa liberté. Et si j'ai bien compris, le rôle d'un député, il va demander une aide à l'État. Et depuis toutes ces années, est-ce qu'on a eu cette aide-là pour effacer les dettes de la Nouvelle-Calédonie? Non. Pour moi, il n'a pas fait son travail. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut venir nous dire qu'il y a ceci à payer, il y a cela qu'il faut aider. Je vous entends, mais je préfère que vous ouvrez plus grand vos bouches pour me dire ce que vous pensez en vous. Ce n'est pas en chuchotant. Moi, je n'ai pas peur de vous dire ce qu'il y a à dire en face. Voilà, Monsieur le Président, mon intervention. Merci beaucoup. Bien, merci Madame la conseillère. Si vous avez plus d'autres interventions ou s'il y a des réponses à apporter aux questions de la conseillère. Ok, bien. Voilà, ok. C'est vous, voilà. Donc nous allons donc voter les chapitres. Voilà, on va examiner le projet de délibération, mais avant, il faut prendre l'examen des articles du projet. Et je vous propose de donner lecture des tableaux récapitulatifs des chapitres budgétaires avec les montants. Madame Kouaté. Oui, donc pour le budget 2024, après la décision modificative, il y aurait 50 944 979 424 francs en recettes et en dépenses. Ça, c'est pour la section de fonctionnement. Section d'investissement à la DM2, 5 966 587 100 francs en recettes et en dépenses. Au budget 2024, après la DM, donc 18 348 733 052 francs en recettes et en dépenses. Au chapitre 902 à l'enseignement en dépenses, il y aurait 5 966 587 100 francs. Bien sûr, ce chapitre-là, qui est pour? Il y a deux chapitres. Qui est contre? Opération Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité.
Chapitre suivant, Madame Coité. Donc, c'est le chapitre 923 concernant les dettes et autres opérations financières en recettes. 5 966 587 100 francs. Donc, sur le chapitre 923, pas d'opposition, c'est adopté. Total général, Madame. Le total général pour la DM2, 5 966 587 100 francs en recettes et en dépenses. Le budget 2024, donc après décision modificative, 70 293 712 476 francs en recettes et en dépenses. Bien, merci Madame Coité. Et nous allons donc aborder maintenant les articles de ce projet de délibération. Article 1. Sans observation. Article 1 sans observation. Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires sur cet article-là? Donc, je vais mettre au voie l'article 1. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Article 2. Sans observation. Sur l'article 2, est-ce qu'il y a des oppositions à l'article 2? Pas d'opposition, c'est adopté. Article 3. Sans observation, avis favorable. Sur l'article 3, pas d'opposition, c'est adopté. Article 4. Sans observation, avis favorable. Donc sur l'article 4 et sur l'ensemble du projet de Sur délibération. l'ensemble du projet de délibération, les membres de la Commission des finances et des budgets émettent un avis favorable, à l'exception du conseiller du groupe dénommé Intergroupe Les Loyalistes, qui réserve son avis pour la séance publique. Bien, merci Madame Coité. Je vais donc mettre au voie, puisque nous avons terminé l'examen des quatre articles de ce projet de délibération. Est-ce qu'il y a des explications de vote sur ce projet de délibération? Madame Sauvé. Madame Coité. Oui, Oui. Madame Sauvé et Madame Caloy-Berounet. Bien, Madame Sauvé, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, c'est la deuxième fois que nous nous réunissons pour avaliser une aide de l'État d'un montant de près de 6 milliards. Nous ne pouvons que remercier l'État de son soutien alors que notre économie entre dans une profonde récession à la suite des émeutes destructrices. Quant aux collectivités calédoniennes, pour elles, la conséquence est simple, elles sont au bord de la cessation de paiement. Pour redresser les finances publiques des collectivités calédoniennes et des opérateurs vitaux de la Nouvelle-Calédonie, notre besoin dépasse largement les 6 milliards que nous recevons aujourd'hui. C'est une crise sans précédent que nous vivons et elle n'est pas terminée. Aussi, j'appelle l'ensemble des forces politiques indépendantistes légitimes à discuter avec nous d'une solution politique et économique pour redresser la Nouvelle-Calédonie et donner des perspectives d'avenir à l'ensemble de nos populations. Nous sommes évidemment favorables à cette nouvelle aide de l'État. Je vous remercie. Merci Madame Sauvé. Madame Coité. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collègues. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner cette décision modificative proposée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ainsi, par le biais de la Banque des territoires, l'État consent à nous octroyer un nouvel emprunt de l'ordre de 5,9 milliards. Dès lors, le remboursement de ce prêt se fera sur une période de 25 ans, avec un taux d'intérêt de 0,60% à partir de la deuxième année, et ce jusqu'à la fin de la période d'amortissement. Nous ne pouvons que regretter ce nouveau recours à l'emprunt plutôt qu'à une subvention de l'État. Toutefois, les conditions budgétaires et la situation de crise que traverse le pays sont déjà fragiles, sinon catastrophiques. Le groupe uni constate une nouvelle fois de plus que ces mouvements financiers pèsent et pèseront sur des générations futures déjà endettées. Pour notre groupe, la recherche de nouveaux modes de financement est conditionnée par la nécessité de renouer le dialogue entre les partenaires locaux et l'État français.
Ce soutien est nécessaire et s'inscrit pleinement dans le rôle de l'État vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Pour ces raisons, Monsieur le Président, le groupe Union nationale pour l'indépendance votera pour cette délibération. Merci, Madame Kouaté. Madame Kaloy Berouné. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner la décision modificative numéro 2 qui servira aux provinces et aux communes, servira de trésorerie à nos collectivités. Depuis le 13 mai, des événements qui ont causé cette situation catastrophique du pays, causée par cette présentation de projet de loi constitutionnelle qui est élément déclencheur de ces événements. L'État, malgré plusieurs alertes, alerté à plusieurs reprises par nos responsables politiques, une proposition de résolution votée majoritairement ici même au Congrès afin de retirer ce projet de loi sur le dégel du corps électoral. L'État est seul responsable de la situation fragile et catastrophique du pays. Parce que l'État a continué le cheminement de ce projet de loi sur le dégel du corps électoral. La violence institutionnelle est telle qu'elle, aujourd'hui, nous avons l'impression d'être dans un pays qui n'est pas français. Dans la capitale, à Nouméa, il y a les seigneurs qui sont protégés dans Nouméa Sud et les roturiers dans le Nouméa Nord et qui subissent la répression militaire. Les chômeurs et les sans-abri, pour plusieurs d'entre eux, les jeunes vivent dans les squats et quartiers populaires. Le malaise social s'est exprimé par la violence, mais l'œuvre et la pratique de la terre brûlée ne sont pas seulement celles des jeunes Kanaks et Océaniens, mais aussi bien d'une milice armée qui a obéi à l'ordre donné par des dirigeants politiques de la droite locale. Tout le monde aspire à la paix, mais dans un pays colonisé comme le nôtre, elle ne peut être durable que si le sujet sur la souveraineté, avec ou sans la France, est établi dans le respect de la légitimité liée à l'histoire et celle liée à la colonisation. Ces deux légitimités s'expriment souvent dans les deux blocs politiques, tout aussi divisés à l'intérieur même et à travers leur compréhension du sens de la démocratie. La contextualisation de la démocratie appliquée à la Nouvelle-Calédonie a trouvé dans les accords précédents l'équité nécessaire à la paix. Le dégel du corps électoral s'appliquera dès lors que la question de la souveraineté sera réglée. Le cadre de cette souveraineté partagée sera inscrit dans la poursuite de la gestion des compétences déjà transférées aux 3 provinces et le gouvernement et celles issues du nouvel accord basé sur le partage des compétences régaliennes. Exemple, la relation internationale, l'harmonie, la justice et l'armée seront des compétences à partager, peut-être avec l'État ou tout en assurant la poursuite de la formation des cadres calédoniens. Cependant, nous nous inscrirons également dans plusieurs instruments de coopération avec les pays du Forum des îles du Pacifique, en coordination avec les grandes puissances telles que la Chine ou les USA notamment, à l'instar des mécanismes d'aide déjà existants en matière de sécurité et d'assistance aux catastrophes naturelles, par exemple. Les compétences déjà transférées, comme la santé sociale ou l'enseignement primaire et secondaire, nécessitent un travail de rééquilibrage entre les 3 entités citées et les communes. Le sujet sur la répartition des sièges au Congrès et le nombre d'élus dans les provinces devront aussi respecter la clé de répartition liée au rééquilibrage. C'est aussi gage de la paix. Sans ce rééquilibrage, il n'y aura jamais de paix en Nouvelle-Calédonie. La sécurité et la sûreté des infrastructures publiques, écoles, collèges, lycées, les administrations générales et nos chefferies sont à sanctuariser, notamment les ports, aéroports et aérodromes dans les îles Loyauté. Le schéma de transport aérien, maritime et terrestre devra être revu sur l'ensemble du territoire, car il est le garant de la sécurité des déplacements des populations et des touristes. L'insularité des îles et du pays en général devra bénéficier d'une couverture Internet de haut débit et de communication par satellite,
afin que les populations ne soient plus en reste de ce qui se passe dans le monde. Enfin, le développement du tourisme et du commerce en général devront être orientés vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Océanie, les pays asiatiques. C'est inscrire le pays et les loyautés dans le développement durable d'un tourisme équitable. L'enracinement dans son pays et sa culture devra composer avec son ouverture au monde et en tirer de la manière pour construire un peuple avec plusieurs identifications, spiritualité, religion, idéologique, professionnelle, métier, formation, etc. L'identité est la somme de plusieurs identifications, quelle que soit son origine éthique. Kanaki Nouvelle-Calédonie sera le nom à proposer et le drapeau sera imaginé à partir des couleurs, avec un design original inspiré du peuple premier. Président, je demande au groupe UCF-LNKS, nous sommes aussi favorables à voter cette décision modificative numéro 2. Merci. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Madame la conseillère. Madame Salinga Ludovica. Merci, Monsieur le Président. Je vais voter favorable à cette délibération parce que le pays en a besoin. Et je vais appuyer ma demande que j'ai faite aux membres du gouvernement de demander de la transformer en subvention. Parce que s'il faut redémarrer l'économie, il ne faut pas aussi taxer le peuple. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ma réponse à mes propos de tout à l'heure. J'ai entendu ma collègue dire que c'est une aide. Et je soutiens quand elle le dit que c'est une aide. Et je les encourage à apporter cette demande auprès de l'État, du président de la République, de la laisser en aide et non en prêt. Alors je compte sur vous. Merci. Bien, merci Madame la conseillère. S'il n'y a plus d'autres orateurs, dans le cadre des explications de vote, je vais mettre au voie ce projet de délibération. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Le projet de délibération est adopté à l'unanimité. Mes chers collègues, nous allons terminer avec nos travaux de ce matin et nous allons nous revoir le jeudi prochain, jeudi 11 juillet. Voilà, mes chers collègues, aujourd'hui, une pensée spéciale quand même pour nos amis américains qui sont venus nous défendre notre pays en 39-45. 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance of United States of America. Bonne journée. Tata. Bon, la France les a un peu aidés quand même. Hein. Oh non. Voilà. Lafayette.